Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oh là! T'as entendu une réponse? Non, j'ai rien entendu. Vous allez bien? Ouais, super, bon, merci. Les ateliers sont bien passés pour ceux qui ont participé. Vous êtes contents de l'après-midi? Pas trop fatigué? Non. Bon, on est en tout cas ravis de lancer la 3e séquence de ce Connecting, donc par une conférence qui va bientôt arriver. Avant de lancer ça, on va remercier l'ensemble des partenaires qui nous permettent d'organiser ce bel événement. Donc, on va remercier Azimut, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, l'INPI, le Journal des entreprises, l'Amour du Web, Orange, SMAC, Stratosphère, la région Bretagne, les 7 technopoles de Bretagne et la French Tech Bretagne Sud. Et évidemment Lorient Agglomération qui nous permettent d'organiser et participent à cet événement. Merci à eux. On ne s'est pas présenté d'ailleurs. Non, t'es qui? Ouais. Alors moi je suis Arnaud Rantenier, directeur de l'appui aux entreprises à l'innovation au sein d'Odélor Lorient Technopole. Et donc moi je représente la Chambre de commerce, Fabienne Le Gallio, ravie de vous accueillir. Et c'est le moment de faire venir Madame Patricia Quéroruen de Lorient Agglomération et Monsieur Philippe Rouault, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Sous vos applaudissements, si vous voulez. Bon accueil. Merci pour eux. Bienvenue à vous et merci de nous accueillir pour cette belle soirée. Alors, on a préparé quelques questions, mais rapides, pour introduire cette belle soirée Connecting 2022. Président Rouault, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la sobriété énergétique et numérique sont des thématiques qui doivent être au cœur des modèles économiques des entreprises? Oui, bien sûr, au cœur de l'innovation, au cœur de préoccupations, une de plus. Gouverner une entreprise, c'est avant tout anticiper, innover. Donc le digital est un facteur d'amélioration de la rentabilité. C'est aussi un facteur de progrès sur beaucoup de sujets, soit de l'innovation sur l'organisation du travail, notamment le télétravail, qui a beaucoup évolué, beaucoup, et qui aussi, il faut y faire attention, risque de laisser des salariés sur le côté qui ne peuvent pas télétravailler. Souvent, j'en parle, il faut faire attention entre, pour être assez schématique, les cols bleus et les cols blancs. Il y a des gens qui peuvent télétravailler, qui sont natifs, digitaux et qui sont très à l'aise. Et puis, il y a des gens qui sont postés. Il faut faire attention de ne pas toujours tout mettre en avant sur le télétravail et le digital, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui, eux, ne peuvent pas être dans cette dynamique. Madame Quéroruen, même type de question sur la sobriété, la responsabilité du numérique. Qu'est-ce qu'à votre sens ça pourrait représenter au niveau local? Comment est-ce que ça pourrait se traduire? Alors au niveau local, beaucoup de sujets, mais pas que local. Hein. Je pense qu'il y a quelque temps, personne ne s'intéressait vraiment à cette sobriété du numérique. Le confinement, sûrement, avec cette montée en flèche du télétravail, de ces outils numériques, a amené certaines questions. De mémoire, je crois, c'est ça, 4% des effets de gaz, c'est l'état du numérique aujourd'hui, l'utilisation globale du numérique. Si on n'y fait rien, c'est dans 20 ans le double. Donc, il est grand temps, effectivement, d'agir. Alors, dans les ateliers qu'on a vus aujourd'hui avec les différents partenaires, on a parlé d'obsolescence des matériels. Au niveau de Lorient Agglomération, en tout cas, et des collectivités, des 25 collectivités, on y travaille avec des acteurs comme Défi, sur du matériel qui est recyclé, qui sert à d'autres personnes. On a également aussi les marchés publics sur lesquels on travaille sur la typologie de matériel évolutif, du matériel portable, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette notion de télétravail et de travail numérique, les espaces sont importants. Pendant qu'on est au télétravail, le bureau n'est pas occupé. On peut avoir un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin des deux. Tout ça, c'est en lien. En parallèle, les data centers, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est un gros consommateur d'énergie. C'est 20-25%, je crois, de la consommation des 4%
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux vous le dire, mais je crois que Béranger en a parlé en avant-propos. On a mis en place, on vient de voter un data center décarboné pour lequel on a hâte de lancer l'opération. Maintenant, tout est signé. Décarboné parce qu'on va travailler en local, donc avec des conteneurs recyclés, avec un partenaire local qui a évoqué le sujet tout à l'heure, et décarboné parce qu'on va pouvoir travailler sur la récupération de ces énergies avec un partenaire comme l'UBS avec qui on va travailler sur peut-être des serres pour du travail de recherche ou du travail pour nos étudiants. Voilà un petit peu globalement ce qu'on peut déjà proposer au sein de Lorient Agglomération. Merci, Président Rouault. Je vous repasse la parole en vous demandant aujourd'hui, pour créer une entreprise, est-ce qu'on peut laisser de côté le numérique? Ça devient incontournable aujourd'hui ou il y a d'autres solutions? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activités qui peuvent laisser de côté le numérique. Les commerçants se sont rendus compte pendant la crise du Covid. Certains ont rattrapé un retard énorme, ont beaucoup travaillé avec différents acteurs qui les ont aidés, comme la CCI, la CMA et d'autres. Et donc, quelle que soit l'activité, il faut évidemment partir sur cette voie-là. Maintenant, il faut faire aussi attention où sont hébergées les données. J'ai eu une conversation très intéressante avec les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui m'a expliqué que nos amis ne sont pas toujours nos amis, loin de là, et qu'on croit souvent être en confiance avec des partenaires ou des nationalités qui pompent tout. Et donc le sujet de l'hébergement des données, puis des attaques cyber, qui se répandent de façon incroyable, quelle que soit la taille de l'entreprise. On dit que la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand on sera touché, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera touché. Donc, à la fois, c'est un facteur d'innovation extraordinaire, et à la fois, c'est un facteur de risque. Toujours pareil, crise-opportunité. Madame Keoruhen, là aussi pour le compte de Lorient Agglomération, est-ce qu'à votre sens, le numérique est devenu et toujours un indispensable lorsqu'on dirige une entreprise, et comment est-ce qu'on peut mieux l'appréhender? Alors, je pense, et je ne vais pas redire ce qu'a dit le président de la CCI, mais effectivement, c'est incontournable. En tant que collectivité, ce n'est pas un outil qu'on mesure de la même façon. On a accompagné, effectivement, dans le cadre de la crise Covid, avec Audelor et avec la Chambre de commerce, on a mis en place, en soutien aux commerçants qui n'étaient pas encore équipés ou qui n'avaient pas cette notion du numérique, on est venu les soutenir parce qu'on était sur un cas, je dirais, exceptionnel de force majeure. En tout état de cause, au sein de Lorient Agglomération, on y travaille. On a un schéma territorial du numérique sur lequel on va travailler sur les cas d'usage. On doit répondre aux besoins de nos usagers de la collectivité. On a mis en place des outils, ne serait-ce que pour faire ces demandes de permis de construire. On est en train de travailler sur des outils d'usage, sur la gestion des déchets. Donc on a mis en place, c'est quelque chose d'assez, c'est une des premières briques, et on est assez fiers, et je remercie pour ça les services de Lorient Agglomération et les partenaires qui ont travaillé en ce sens. Donc là, on est vraiment sur des cas d'usage, de besoins de nos concitoyens. Et pour nous, c'est ça qui est important. Très bien. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Bonne conférence à vous. Je vous laisse vous installer. Je crois qu'on a deux autres invités qui vont prendre la parole. Exactement. La parole est à la French Tech Bretagne Sud. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Julia et Béranger vont vous présenter quelle est cette initiative et cette communauté morbihanaise. La parole est à vous. Merci Arnaud, merci beaucoup pour ces quelques minutes dédiées donc à la French Tech Bretagne Sud. Avant tout, quelques mots tout simplement sur la French Tech. Je pense que vous tous ici entendez beaucoup de choses au sujet des startups, de la French Tech, qui parfois sur des sujets plus ou moins houleux. Aujourd'hui, en fait, la French Tech, c'est ni plus ni moins un écosystème de startups, d'investisseurs, de décideurs, et qui ont pour principal but d'accompagner en fait les startups dans leur modèle économique, donc déjà qui trouvent leur modèle, qui trouvent ensuite leur marché, et ensuite qu'on les accompagne au développement, à leur croissance, pour en faire très rapidement un bel acteur en tout cas du secteur d'activité sur lequel il est.
Et donc aujourd'hui en France, on a 13 capitales French Tech, donc il y a les grosses métropoles principalement, Paris, Nantes, Bordeaux, etc. Et ensuite on a évidemment 43 communautés de French Tech, dont la French Tech Bretagne Sud en fait partie. Et donc depuis ce début d'année, on a décidé de relancer la French Tech Bretagne Sud, qui a donc été créée par de nombreux acteurs tels que le VIPE, l'Orient Technopole, le Village, etc. Donc en 2019, avec certains entrepreneurs. Le Covid étant passé par là, il y a eu plus de difficultés évidemment pour développer. Et donc l'idée, c'est vraiment de redynamiser cette communauté-là. Donc aujourd'hui, j'ai le statut de président et donc Julia qui est vice-présidente et qui, pour nous, évidemment, tous les sujets liés à la tech et à la start-up, ça concerne vraiment notre quotidien. Donc on sait aussi de quoi on parle et ce qu'on peut apporter comme expérience et aussi ce que vous, ici, pouvez nous apporter. Donc l'écosystème des startups, c'est vraiment l'idée de créer cette communauté à échelle du Morbihan. Donc il n'y a pas de secteur lié à une ville, soit Vannes, Lorient. Demain, on va faire des événements dans tout le Morbihan, parce qu'aujourd'hui, des porteurs de projets, des entrepreneurs, il y en a partout, qui ont des très bonnes idées innovantes, que ce soit, c'est aussi un point commun qu'on doit tous savoir, c'est un sujet d'innovation, alors qui peut être sociétal, environnemental, technologique, lié sur des secteurs d'activité de la santé, de l'éducation, du soin. Il n'y a absolument pas de limite. Et donc derrière, évidemment, c'est de pouvoir aussi proposer une labellisation French Tech qui, quand on est une start-up en tout cas, offre beaucoup de crédibilité pour ensuite développer, qui soit lié au marché, aux investissements dans lesquels on a besoin, au recrutement et qui rejoint aussi quelque part la marque employeur dont on a besoin quand on débute. Et donc enfin, aujourd'hui, on a un réseau déjà de 70 startups dans le Morbihan et on essaie de se tenir à peu près à un événement par mois lié donc autour de la French Tech. Voilà. En ce qui concerne nos objectifs, c'est évidemment permettre aux entrepreneurs en Bretagne Sud de se connaître entre eux. Si vous êtes tous ici ce soir, c'est que vous êtes convaincus de la force du réseau. Nous, le but, c'est de permettre du lien, comme disait Béranger, entre les différentes villes. Pour les startups qui sont plutôt sur la côte ou les startups dans les terres, c'est vraiment l'idée de fédérer ensemble sur le territoire avec finalement des startups qui vont avoir des problématiques communes. Et on pense que par l'échange ensemble, on peut avancer beaucoup de choses. Béranger qui est sur du coup des sujets par stratosphère, sur des sujets de data center. Moi, je suis sur de la cosmétique naturelle innovante. A priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on s'est très souvent au téléphone. Et finalement, il y a plein de sujets communs du fait, finalement, on revient à la définition d'une start-up. C'est une jeune entreprise innovante et à fort potentiel. Du coup, on a des étapes dans notre entreprise qui sont totalement communes, quel que soit le domaine d'activité. Ça peut être les sujets de levée de fonds, des sujets recrutement. Au démarrage, on a, c'est vrai, un super accompagnement de la part des technopoles. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment pour les personnes qui soit n'ont pas réussi à intégrer ces réseaux-là, ou intégrer des incubateurs qui existent sur le territoire. Dans mon cas, par exemple, le village Baïséa à Vannes. En fait, finalement, c'est dommage de cantonner à ça et on pense qu'on peut fédérer encore plus. Le résultat, l'idée, c'est que ce soit finalement de faire croître les startups qui font partie du réseau French Tech, faire rayonner la French Tech Bretagne Sud, et puis en lien, c'est un réseau qui est aussi national, donc en lien avec le national. Merci beaucoup. Et je crois savoir que vous êtes présent à la soirée réseau après avec une table. Donc si vous voulez en savoir plus et venir échanger avec Béranger et Julia, n'hésitez pas à vous rendre sur la table French Tech tout à l'heure à partir de 20h. Avec des bulletins d'adhésion pour ceux qui seraient convaincus. Merci à vous. Merci. Alors ça va être l'heure de nous effacer. Oui, c'est ça, on va se transformer en avatar pour laisser la place à Julien qui va venir vous présenter un monde virtuel un peu nébuleux qu'on va essayer de comprendre avec lui ce soir. Alors ça va être une conférence hautement interactive, donc toutes les questions du public sont attendues et seront évidemment
auront des réponses, évidemment. Donc on va être nous dans les travées et n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions au fur et à mesure des questions et d'évolution de la présentation. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Halliday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en tête? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Toujours aussi décoiffante cette bande-annonce, pourtant elle est issue d'un film qui est sorti il y a déjà 4 ans et qui n'a pas pris une seule ride et qui est même peut-être une certaine photographie d'un futur, peut-être fantasmé par certains, redouté par d'autres. On va essayer de voir un petit peu plus clair ce soir, mais en tout cas je suis ravi de venir parler de métavers, et notamment d'économie du métavers, puisque je suis économiste, de façon la plus rigoureuse possible, la plus dépassionnée possible, et en totale indépendance d'esprit, parce que je ne suis intéressé ni de près ni de loin à quelque entreprise qui aurait des billes dans cet univers qui est en cours de construction, d'élaboration et de création par tout un tas d'investisseurs, mais aussi d'industriels un petit peu partout dans le monde. Donc, Ready Player One, l'Oasis. L'Oasis, c'est quoi? C'est la vision peut-être la plus fantasmée, la plus jusqu'au boutiste que pourrait devenir un métavers, c'est-à-dire un univers virtuel, persistant, avec 2-3 petites particularités. On me pose souvent la question de savoir, finalement, c'est quoi un métavers? Alors, je ne vais certainement pas répondre à cette question ce soir, parce que ce n'est pas mon métier, et aussi, surtout, parce que j'en serais bien incapable. Le métavers, c'est un outil vivant qui est en cours d'élaboration, qui est en cours de construction, qui est très plastique. Et finalement, il sera ce que voudront bien en faire, et ce que pourront bien en faire tout un tas d'industriels, tout un tas d'acteurs de la tech, tout un tas d'investisseurs, mais aussi tout un tas de régulateurs un petit peu partout dans le monde, qui font qu'il aura, à la sortie, un aspect qui sera défini d'une certaine façon qu'il est impossible aujourd'hui de prédire avec exactitude. En revanche, si vous avez prêté attention à la bande-annonce que nous vous avons projetée, il y a quand même des dimensions qui sont très importantes à avoir en tête pour comprendre ce qu'il y a derrière cette notion de métavers. Il y a déjà un univers virtuel. Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Un univers numérique qui est persistant. Il est persistant en cela qu'il survit à votre déconnexion. Pendant que vous êtes déconnecté, il y a tout un tas d'autres utilisateurs qui sont connectés dans cet univers avec leurs avatars, qui y font des choses, ils bâtissent des choses, ils détruisent d'autres choses, ils transactionnent. La vie poursuit son cours et l'univers évolue au gré de ces interactions. Donc si je parle d'avatar, si je parle d'utilisateur, c'est qu'il y a une dimension sociale derrière le métavers. L'idée, c'est qu'un métavers s'enrichit un petit peu comme un réseau social
de la diversité, mais aussi du nombre de personnes qui vont venir l'utiliser. Alors jusque-là, qu'est-ce que j'ai dit? Univers virtuel, univers persistant et univers avec une dimension sociale. C'est super, c'est génial, mais il n'y a rien de nouveau. En fait, les premiers MMORPG, jeux de rôle massivement multijoueurs qui sont apparus avec Internet, en fait, des jeux comme La Quatrième Prophétie, comme Ultima Online, comme Star Wars Galaxies, comme Second Life, qui ont aujourd'hui tous plus de 20 ans ou pas loin, correspondent déjà à cette définition. Alors pourquoi est-ce que le terme métavers ressurgit aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses en plus par rapport à cette première époque relativement bénie des jeux vidéo en ligne. La dimension immersive, vous l'avez vu, ça se passe avec des casques de réalité virtuelle ou des casques de réalité augmentée, mais aussi avec des combinaisons haptiques qui permettent de se projeter dans l'univers, de pouvoir ressentir des objets virtuels qui sont dans l'univers parallèle, mais que vous pouvez ressentir à travers une combinaison que vous portez dans le monde bien réel. L'idée du métavers, c'est de vous immerger. C'est l'immersion, permise par l'arrivée à maturité de certaines technologies aujourd'hui qui vous immergent au niveau visuel, au niveau auditif, de plus en plus au niveau tactile, et il commence à y avoir quelques petits démonstrateurs pour pousser cette immersion encore plus loin, notamment pour flatter le palais ou l'odorat. La deuxième grosse nouveauté, je crois que c'est le côté hybride. L'idée du métavers, ce n'est pas de le faire exister en parallèle du monde bien réel. C'est de créer des passerelles, un maximum de passerelles entre les deux mondes. Alors l'exemple qui parle généralement à tout le monde, c'est le suivant, c'est le plus basique, mais en même temps il permet à tout le monde de bien se projeter dans l'idée de l'hybridation entre les deux univers. Imaginez, j'ai vu tout à l'heure mon ami Béranger qui portait de super sneakers aux pieds, je tairai la marque. Bon, imaginez que Béranger ait envie que son avatar dans son métavers préféré puisse bénéficier exactement des mêmes sneakers que celles qu'il a aux pieds dans le monde réel. Ça doit devenir possible. Et inversement, vous craquez sur un objet, une œuvre d'art, admettons, dans le métavers, l'idée ce serait aussi de peut-être pouvoir vous la faire livrer dans le monde bien réel. Pour casser le mur que jusqu'à présent on n'a jamais réussi à casser, qui est le combo écran-souris, avec d'un côté le monde réel et de l'autre côté des services numériques 1.0 ou 2.0. Et puis la dernière nouveauté, je crois que c'est l'aspect co-créatif. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Peu importe que les métavers ressemblent ou non, même de très loin, ce qu'on vient de voir dans la bande-annonce du film de Steven Spielberg, aucune, et je dis bien aucune entreprise au monde aujourd'hui, aussi puissante soit-elle sur le plan capitalistique, aussi avancée soit-elle sur le plan technologique, n'est capable de créer par elle-même l'Oasis. C'est inaccessible, parce que ça demande des milliards d'investissements, parce que ça demande énormément de technologie et énormément d'expérience à pluguer dans ces univers-là. Et de la même manière qu'aujourd'hui, vous avez deux systèmes d'exploitation dominants, on va dire, dans le monde des téléphones mobiles. Vous avez iOS d'un côté, Android de l'autre. Et sur ces systèmes d'exploitation dominants, vous avez des magasins d'applications. Sur ces magasins d'applications qui font finalement vivre l'économie numérique applicative, très peu sont au final développés par Apple et très peu sont développés par Google. Une grosse partie de la valeur est amenée par Uber, par Airbnb, par Booking, par Netflix et tous les autres. Dans un métavers, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous avez remplacé des espaces commerciaux dans des magasins d'applications par des espaces fonciers virtuels dans lesquels des programmeurs indépendants peuvent développer tout un tas d'expériences. Tout un tas d'expériences avec pour seule limite ce que permettent les créateurs des métavers, puisqu'ils en sont les générateurs, ils en sont les géniteurs, donc ils peuvent mettre en place les règles commerciales, mais aussi le cahier des charges technologiques pour avoir le droit de venir proposer quelque chose dans leurs univers. Et puis l'autre limite, c'est la limite de l'esprit. C'est qu'est-ce que tous les créatifs de ce monde vont bien pouvoir imaginer comme expérience à nous faire vivre dans des univers virtuels qui ont quand même une grosse particularité. C'est qu'ils peuvent s'affranchir des règles de la physique. Et donc là, le champ est ouvert.
le champ des possibles est complètement infini. Et s'il y a bien une chose que je crois avoir compris après toutes mes années d'études, c'est que l'esprit humain est capable de créativité. Et sa créativité est intarissable. Donc je vais me laisser surprendre, comme chacun et chacune d'entre vous, par les trésors d'inventivité et de créativité qui pourront peut-être naître à travers ces nouveaux espaces. Julien, j'ai une petite question. J'ai le droit? On est là pour ça. Tu parles de métavers au pluriel, plusieurs univers virtuels. Est-ce que tu as des exemples à nous donner, en fait, ou est-ce qu'il y a un métavers qui prend le dessus, peut-être, aujourd'hui? Non, il n'y a pas de métavers qui prennent le dessus aujourd'hui, parce que déjà, on est très éloigné de ce qu'on a vu dans le cadre de la bande-annonce. On est vraiment sur des expériences aujourd'hui qui sont assez frustres sur le plan technique, qui sont des démonstrateurs la plupart du temps. Et in fine, il se passe ce qui se passe comme toujours dans les marchés innovants. Il n'y a pas un marché d'innovation qui déroge à la règle. Il y a un cycle de vie de l'innovation. Aujourd'hui, en ce qui concerne le métavers, on est en tout début de phase d'émergence, et on ne sait même pas si ça pourra aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a plein de limites à l'expansion des métavers. J'espère qu'on y reviendra. Mais on est en tout début de phase d'émergence d'une potentielle innovation. Bien potentielle pour l'instant. Et il se passe à chaque fois la même chose. C'est qu'on a tout un tas d'entreprises, tout un tas d'investisseurs, un peu partout dans le monde, qui font des propositions de valeur. Et rien ne dit que ces propositions de valeur vont finalement trouver un public et donc une rentabilité derrière, va créer de nouveaux usages. Rien ne permet de l'affirmer, rien ne permet de l'infirmer non plus. Mais tous les marchés innovants, tous, sans exception, ils commencent toujours comme ça, sur une courbe de cycle de vie de l'adoption de l'innovation, qui, lorsqu'elle franchit un certain seuil, permet la diffusion de l'innovation au plus grand monde et permet en fait à l'industrie de se resserrer autour de quelques acteurs qui deviennent de façon assez naturelle dans le numérique à cause des effets de réseau dominants. Et la domination de quelques métavers à la sortie de ce processus de sélection, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose, en fait, parce que ça permet déjà de standardiser un certain nombre de choses, et ça permet de flécher les investissements tous dans la même direction, ce qui permet de gagner en efficience, comme aiment bien employer les économistes. Ça permet de savoir vers quoi il faut s'orienter, où est-ce qu'il faut flécher les investissements, et quel type de compétences sont requises pour pouvoir développer ces marchés-là. Alors on est aujourd'hui en phase vraiment d'émergence, mais en tout début de cycle de vie. Alors du coup, un peu partout dans le monde, vous avez des métavers avec plein de propositions de valeurs différentes qui émergent. On a Zepeto pour la mode, on a Decentraland sur le côté un petit peu, on crée une map avec du foncier virtuel dans lequel on va essayer de faire investir toute une entreprise pour qu'elles viennent développer des expériences. On a des univers qui créent des événements méta. Un jeu vidéo comme Fortnite n'est pas un métaverse à la base, sauf qu'il commence à créer des univers méta en permettant à des vrais artistes de venir faire de vrais concerts virtuels. Et ça marche. Donc, en fait, pour l'instant, on est sur ce début de cycle de vie. Et comme à chaque fois, sur tous les marchés d'innovation, eh bien, vous avez une multitude de propositions de valeur qui sont très chaotiques. Mais in fine, il faudra bien que certaines d'entre elles soient sélectionnées par le marché pour des raisons à la fois de potentiel économique, mais aussi pour des raisons d'usage qui pourraient devenir plus qu'émergents, peut-être même dominants. Julien, justement, est-ce que tu peux nous dire à quoi pourrait ressembler cette économie du métaverse et quels acteurs principaux ça pourrait embarquer? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, j'observe ce qui se passe sur ces marchés. Et aujourd'hui, je vois apparaître 3 grands types d'acteurs dans ces univers-là, qui sont balbutiants, je le rappelle, parce que c'est très important de l'avoir en tête. On a d'abord les acteurs de la tech. Alors, les acteurs de la tech qui, évidemment, investissent en hardware, en software, pour s'approcher de quelque chose qui ressemble de très loin à ce qu'on vient de voir à l'écran tout à l'heure. Ces acteurs-là, ils ont tout un tas de compétences.
ils font de la recherche-développement, ils cherchent à améliorer les solutions d'immersion, ils cherchent à inventer des expériences dans ces univers-là, ils cherchent aussi à proposer tout un tas de services de sécurisation des données, de protocoles d'interface, de protocoles aussi de paiement lors des relations transactionnelles dans ces univers. Bref, il y a tout un écosystème qui fourmille à la fois de très très gros acteurs, on parlera peut-être de Meta tout à l'heure et de leurs problèmes, et aussi de tout un tas de startups, et croyez-moi, l'écosystème français des startups qui investissent dans le métavers est vraiment très vivace. Mais à côté de ça, on a aussi deux autres types d'acteurs qui, eux, pour le coup, sont nettement plus volatiles, et ça pose un certain nombre de problèmes. On a des investisseurs. Aujourd'hui, la finance s'intéresse de très près au métavers. Pourquoi ? Parce qu'ils y voient le nouveau Bitcoin. La finance a toujours eu besoin de pouvoir avoir des actifs diversifiés à risque à côté d'actifs beaucoup plus patrimoniaux. Et à chaque fois que certains des actifs diversifiés à risque commencent à arriver en phase de maturité, voire même en déclin, eh bien, ils désinvestissent massivement et ils cherchent la nouvelle poule aux œufs d'or. Bon, le subprime, c'est terminé. Les grandes heures de la tech, de la big tech, c'est un peu terminé. Le Nasdaq est en très fort repli. Les crypto-monnaies, elles ont pris un sacré revers ces derniers mois et un pas plus tard que cette semaine. Bon, le métavers, c'est peut-être l'endroit où on va pouvoir spéculer à mort. Mais leur argent, il est le bienvenu pour tous les acteurs dont c'est le métier de créer des choses dans le métavers. Et puis à côté de ça, il y a un troisième type d'acteurs, c'est plutôt des entreprises bien connues du grand public, plutôt des gros comptes, qui commencent à investir pour des raisons essentiellement marketing et de visibilité dans les métavers. Alors là, pour l'instant, ces entreprises-là, je vais avoir un jugement de valeur, ce que j'essaie d'éviter de faire généralement, mais là quand même, ça doit être dit. Elles y vont pour l'instant sans autre ambition que d'être présentes dans des univers qu'elles ne comprennent même pas. Et donc ça occasionne généralement plus de bad buzz qu'autre chose. Parce qu'elles n'ont pas de vraie stratégie. Elles ont juste besoin d'être présentes parce que les autres, ils sont présents. Alors il faut que j'y sois moi aussi. Et donc on va essayer de développer une opération marketing sans trop savoir ni comment, ni pourquoi, pour quelle cible. On s'en fout pourvu qu'on y soit parce qu'il faut qu'on apprenne de ces univers-là. Et effectivement, l'apprentissage par l'échec, là pour le coup, il est assez quotidien pour les entreprises parce qu'il y en a beaucoup qui investissent et la plupart ont plutôt des retours sur expérience assez déceptifs. Donc je pourrais vous citer plein d'exemples, mais la décence, pour ne pas dire la pitié, m'empêcherait de les citer aujourd'hui. Même pas un seul, un petit exemple? Celui qui m'a fait le plus rigoler, c'est probablement Carrefour qui a lancé à grande pompe une campagne de recrutement dans un métavers. Donc ils ont communiqué énormément dessus pour pouvoir dire on va recruter nos prochains data scientists dans le métavers. Venez, Alexandre Bompard lui-même aura son avatar et sera présent pour vous auditionner. Bon, comment expliquer? Les avatars avaient l'air de Playmobil mal dégrossis. C'était buggé à mort. Évidemment, les réseaux sociaux s'en sont emparés. Les tweetos les plus aux dents les plus acérés se sont bien amusés et certains d'entre eux en ont profité en plus pour faire passer des messages. Vous en penserez ce que vous voulez, moi personnellement ça me fait bien rire, mais ils ont quand même dit c'est super ce que vous faites Carrefour, c'est génial, vous recrutez quelques data scientists dans le métavers. N'oubliez pas, Monsieur Bompard, que depuis que vous êtes à la tête de l'entreprise, il y a quand même 10 000 postes qui ont été supprimés. Voilà. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Julien, est-ce que tu peux nous parler justement sur les freins au développement du métaverse? Tu as commencé à en parler, mais est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui pourrait empêcher son avènement? Alors oui, ils sont multiples. Là encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais je travaille par analogie avec ce qui se passe dans plein d'autres marchés d'innovation. Et il y a beaucoup de freins. Je vais me concentrer sur deux d'entre eux parce que sinon on est parti pour une très longue conversation. Et je pense qu'à un moment donné, le champagne va réchauffer. Mais le premier frein, c'est le frein technologique. À deux niveaux. À la fois sur ce qu'il peut permettre de faire et dans quelle mesure est-ce qu'il peut être accessible au plus grand nombre.
ce qu'il peut permettre de faire, d'abord. Bon, vous imaginez pas la puissance de calcul qu'il faut pour faire quelque chose qui ressemble à l'Oasis. Il faut avoir, au niveau du hardware et du software, des capacités monumentales de captation de l'image, de retranscription des mouvements. Tout ça en temps réel et avec des milliers, des dizaines de milliers d'avatars qui interagissent ensemble dans des espaces virtuels contraints. Bon, pour l'instant, on en est franchement très loin. Et puis, ces univers-là n'ont d'intérêt à la fois sur le plan ludique, professionnel, mais aussi économique, qu'à partir du moment où ils sont massifiés. Si vous êtes le seul utilisateur de Facebook, Facebook n'a aucun intérêt. Ni pour les annonceurs qui financent Facebook, ni pour vous-même, parce que vous n'avez personne avec qui discuter et interagir. Dans les métavers, c'est un peu pareil. Pour avoir une viabilité économique, mais en même temps avoir des choses intéressantes à pouvoir vivre ensemble dans ces métavers, il faut un maximum de personnes. Bon, les caisses de réalité virtuelle à moins de 100 balles, c'est pas pour demain. Qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair. Et encore moins dans un monde où les métaux qui sont nécessaires à la création de ces cases de réalité virtuelle ont plutôt tendance à se raréfier, avoir des conflits d'usage avec d'autres choses beaucoup plus utiles, peut-être d'ailleurs que le métavers, notamment pour pouvoir construire des panneaux voltaïques, des éoliennes ou des batteries électriques. Bref, ces métaux vont voir leur prix se renchérir. Donc je ne vois pas par quel miracle, sur un moyen long terme, on arrivera à avoir des casques de réalité virtuelle ultra puissants qui permettent à tout un chacun, comme le permet aujourd'hui Facebook ou Instagram, de pouvoir se connecter dans ces univers-là. Et puis, j'ai parlé que du casque de réalité virtuelle, mais vous avez vu, hein, si vous voulez vraiment avoir l'Oasis, c'est une panoplie complète qu'il faut. Hein. Ah, il en faut du matos, il va falloir investir un petit peu. Bon, autant dire qu'il y a quand même là un frein qui intéresse l'économiste. Mais il y a un frein qui intéresse le citoyen au-delà de l'économiste, c'est le frein environnemental. On est sur un univers qui nécessite énormément de ressources, à la fois sur la partie hardware et sur la partie software. Sur la partie hardware, il faut des méga serveurs qui sont très gourmands en énergie, qui sont très gourmands en métaux, qu'il faut refroidir parfois en utilisant des litres et des litres, pour ne pas dire des milliards de litres d'eau potable qui risquent de manquer à un moment donné. Les métaux, parlons-en, c'est ce qui permet aussi de créer des réseaux numériques, c'est ce qui permet aussi de créer tous les devices qu'on utilise pour pouvoir se connecter dès aujourd'hui à Internet. Ces métaux, leur extraction est ultra polluante, elle est désolante et désastreuse sur le plan humain également. John Ruggie parlait dans un rapport de la Banque mondiale que ce qui se passe dans beaucoup de mines aujourd'hui dans l'industrie extractive, parce qu'il inclut à la fois les mines mais aussi le pétrole, est assimilable à certains égards à des crimes contre l'humanité. Donc autant dire que sur la partie hardware, il y a des choses qui vont bloquer, avec des conflits d'usage pour ces métaux qui risquent d'apparaître. Et encore une fois, je pense que ces métaux seraient mieux utilisés dans d'autres circonstances que pour créer des métavers. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, mais il y a une facture énergétique qui est exponentielle en fait. Comme nos usages numériques augmentent, comme le nombre de personnes connectées augmente, comme on passe de plus en plus de temps connecté, avec des interactions de plus en plus fines, on a une facture énergétique qui ne fait qu'augmenter. Et on ne sait pas l'arrêter pour l'instant. Alors là, pareil, dans un univers où on est capable de créer de l'énergie en surabondance et très bon marché, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Et quand bien même on relancerait le programme nucléaire français, je doute qu'on ait de nouvelles capacités de production nucléaire opérationnelles sous 15 ans si je suis optimiste. Donc en fait, vous avez de plus en plus de besoins énergétiques, et d'ailleurs ça ne se limite pas aux services numériques, hein, ça se limite à l'ensemble des industries que l'on entend peut-être pour des raisons souverainistes réimplanter en France, et puis tous les usages du quotidien, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers. Donc vous avez des besoins qui vont crescendo et le numérique y contribue très fortement. On a des capacités de production qui sont plutôt stables ou en légère augmentation. À un moment donné, ça dessine comme un effet ciseau. Autant dire que l'appareil, hein, sauf à ce qu'on mette en place des boucliers énergétiques et qu'on laisse filer la dette publique autant qu'on veut,
l'ère de l'énergie surabondante et bon marché, je pense qu'elle a un petit peu vécu. Donc là, pareil, à un moment donné, on va peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va prioriser au niveau des usages. Et peut-être qu'on jugera plus utile d'alimenter des IRM dans des hôpitaux plutôt que des métavers. Ce n'est pas interdit de le penser. Mais même plus proche de nous, peut-être qu'on préférera alimenter des IRM dans des hôpitaux plutôt que lapsus révélateur, plutôt que d'alimenter la 8K en streaming sur Netflix, quoi. Quitte à parler de la part sombre du métaverse, à chaque nouvelle technologie, il y a de nouveaux risques associés. Quels seraient les risques potentiels portés par le métaverse? On peut penser à des phénomènes d'addiction, il y en a peut-être d'autres. En fait, j'ai plutôt tendance à penser que les risques portés par le métavers sont en grande partie les mêmes que ceux qui sont portés par Internet aujourd'hui. Tu parles d'addiction, tu as complètement raison, mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que l'addiction existe dans la sphère numérique. On voit des temps de connexion qui sont absolument démentiels, et ce, de façon transgénérationnelle, mais encore plus marquée chez les plus jeunes. On a aussi des phénomènes d'addiction dans les jeux vidéo, avec de vraies personnes qui sont en détresse et qui, derrière, occasionnent des drames familiaux qui sont vraiment terribles. Ces risques-là, ils existent déjà, mais ce n'est pas le métavers qui va les créer. Ça va être un autre univers, éventuellement, dans lequel ces mêmes types de risques qu'on connaît déjà peuvent se propager. Pareil pour d'autres types de risques, comme le cyberharcèlement, comme la possibilité de pouvoir transactionner sur des biens qui sont frauduleux, ce genre de choses. Tous ces risques-là existent déjà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fortement régulé les activités numériques ces dernières années. Alors, ça a peut-être été tardif, mais ça finit par arriver, que ce soit le RGPD, que ce soit le Digital Services Act, que ce soit le Digital Markets Act, qui permettent de se donner un arsenal juridique pour pouvoir à la fois discipliner les grands acteurs du numérique dans leur comportement, leur donner de nouvelles obligations, de nouvelles responsabilités, et s'assurer derrière qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir limiter ces comportements qui sont parfois destructeurs. Mais en revanche, pareil, je n'ai pas de boule de cristal. Et il y a tout un tas d'usages, et on peut faire confiance à l'esprit créatif des développeurs qui seront derrière ces univers virtuels pour en imaginer tout un tas, qui par définition aujourd'hui n'existent pas, donc échappent complètement au radar du régulateur, parce qu'on ne peut réguler que ce que l'on voit et que ce que l'on comprend. Ces usages, ils vont émerger, et en émergeant, on se dira qu'ils sont peut-être problématiques, et si on se dit qu'ils sont peut-être problématiques, peut-être qu'on les réglementera. Mais de toute façon, et ça c'est une constante sur tous les marchés d'innovation, mais la réglementation arrive toujours après l'innovation. On ne peut réguler, on ne peut réglementer que ce que l'on voit et que ce que l'on comprend, et dont on mesure les effets. Est-ce qu'on peut attendre justement au niveau de la régulation des choses autour de la représentation, de la gestion des avatars? On peut imaginer que peut-être peut y avoir de l'usurpation d'identité, ou que le fait de multiplier ces avatars dans des métaverses peut poser des problématiques. Absolument, on peut tout imaginer. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse qui peut être très utile pour la suite éventuellement du propos, en fonction des questions qui pourraient arriver de la salle. Mais un avatar, il y a deux écoles. La première école, c'est de permettre de créer des clones de soi-même dans un espace numérique. Et là, on commence à voir de très grosses entreprises, Microsoft en tête, qui investissent dans des studios avec énormément de caméras qui ont la capacité de pouvoir en fait reproduire votre vous physique dans un espace virtuel au clignement de cils près, de façon à ce que votre identité dans ce monde numérique soit quasiment infalsifiable, parce que c'est vous. Et vous, vous êtes vous. Et cette école-là, à mon sens, est probablement la plus sérieuse en cela qu'elle est là pour alimenter ce qui sera, à mon avis, le débouché pendant très longtemps des métavers, c'est-à-dire des débouchés en B2B. Des entreprises qui ont besoin
d'univers virtuels applicatifs précis, répondant à des besoins précis, et dans lequel elles ont besoin de faire évoluer leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices pour qui ils sont. Pas pour leur eux fantasmé. Parce que ça, c'est la deuxième école. Et c'est l'école originelle, en fait, qui provient du jeu vidéo. Moi, si on me fait jouer dans un métavers dans l'univers de Star Wars, j'ai probablement pas envie de ressembler à moi. Peut-être que j'ai plutôt envie de ressembler à Chewbacca, peut-être que j'ai plutôt envie de ressembler à un Stormtrooper, peut-être que j'ai plutôt envie de ressembler à un Hutt, à ce qu'on veut, à ce qu'on peut imaginer, mais j'ai probablement pas envie d'être quelque chose d'ordinaire dans un univers extraordinaire. Et on le voit dans l'Oasis. On voit que l'avatar du héros ne ressemble en rien au héros. Parce que ce serait quand même le comble que d'aller dans un univers principalement ludique pour finalement se nourrir à l'ordinaire. Donc les avatars, ce sont les représentations que les créateurs du jeu, ou de l'univers, parce que ce n'est pas forcément un jeu, nous autorisent. Et évidemment que les usurpations d'identité, dans un cas comme dans l'autre, peuvent poser problème. On comprend que c'est encore plus problématique si on arrive à usurper votre identité de votre vous réel, qui aura été numérisé dans des avatars à dimension B2B. Mais là, pareil, il y a aujourd'hui des réglementations qui exigent des entreprises qu'elles soient très précautionneuses vis-à-vis de l'utilisation des données. Le sont-elles réellement? Sommes-nous vraiment en mesure de faire appliquer la loi? Ça, c'est un autre débat. Mais en fait, aujourd'hui, la législation autour de la cybersécurité, elle s'est vraiment enrichie ces dernières années. Mais effectivement, le risque zéro n'existe pas, mais il n'existe pas dans la vraie vie, en fait, non plus. Donc, pareil, le métavers n'est pas si vous voulez, un univers qui crée de nouveaux problèmes qui n'existeraient pas dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Peut-être qu'il va en créer de nouveaux, mais ceux-là, en fait, on ne les connaît pas encore. Mais ceux qu'il crée, en fait, ce sont des transpositions de problèmes qui sont déjà bien identifiés dans le monde dans lequel on vit, bien physiquement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Julien, de ce que tu entends par B2B? Il y a des secteurs d'activité auxquels tu penses en particulier? Exactement. Depuis le temps que je gravite dans la sphère des créateurs de métavers, j'ai vu des choses absolument extraordinaires, en fait. Et ces choses extraordinaires, ce sont celles qui sont présentées par Meta dans sa campagne de publicité. J'espère vraiment qu'on pourra parler de Meta, parce qu'il y a 2-3 choses quand même à dire sur cette entreprise. Vous l'avez vu, je pense que vous l'avez tous vu, c'est une énorme campagne publicitaire que fait Meta autour du métavers aujourd'hui, j'espère que vous l'avez vu. Et si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Vous savez que Meta, en fait, dans sa pub, ne met pas en avant Horizon World, qui est une espèce de métavers à la Second Life ressucée, qui est très déceptif par ailleurs, mais qui est surtout orienté vers le côté ludique de la force. Non, Meta, dans sa campagne de pub aujourd'hui, Tony Truant, dans laquelle il a beaucoup investi, il met en scène ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques, c'est quoi? Ce sont des espaces virtuels applicatifs qui sont en fait numérisés à partir de situations bien réelles et qui nécessitent en fait un entraînement particulier. Donc dans la pub de Meta, on voit une chirurgienne faire une opération à cœur ouvert dans le métavers. Et là, elle a un niveau d'immersion, un niveau de pénétration dans cet univers virtuel qui lui permet de pouvoir répéter les gestes qu'elle doit répéter en situation de stress des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois. Et j'ai vu tout un tas de jumeaux virtuels de ce type-là, tout un tas de jumeaux numériques dans l'univers de la santé, dans l'univers applicatif, dans l'univers des combattants du feu, dans l'univers des opérations de type libération d'otages, de la sécurité. J'en ai vu tout un tas. Et en fait, il y a tout un tas de corps de métier aujourd'hui qui envoient des hommes et des femmes au front, réaliser des opérations qui sont extrêmement risquées, à la fois pour leur propre vie et pour celle d'autrui, et sans jamais avoir eu un énorme entraînement, en fait. Ces jumeaux virtuels,
peuvent permettre à terme, parce que pour l'instant ils sont balbutiants, là pareil, il y a énormément de progrès devant nous, mais ils peuvent permettre en fait à tout un chacun de pouvoir s'entraîner dans des univers virtuels dans lesquels l'erreur ne prête pas à conséquence. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Et une partie des applications méta vise en fait ces jumeaux virtuels. Et pour ces jumeaux virtuels, et c'est là que ça intéresse l'économiste, il y a un marché. Parce qu'il y a tout un tas de boîtes de sécurité dans le monde. Il y a tout un tas de services armés dans le monde. Il y a tout un tas d'administrations dans le monde. Des gestionnaires de centrales nucléaires, des centres de soins, des centres hospitaliers qui seraient clients pour ce type d'application. Mais des applications, effectivement, nettement moins ludiques que ce qu'on a vu dans la bande-annonce tout à l'heure. Des applications qui permettent de gagner en efficience lorsqu'on est confronté à une situation précise sur le terrain. Si chacun et chacune d'entre nous, un jour, vont subir des opérations à cœur ouvert, on sera peut-être bien content d'avoir eu un chirurgien ou une chirurgienne en face de nous qui sera entraîné des dizaines de milliers de fois à répéter son geste dans des univers virtuels ultra immersifs, plutôt que de servir de cobaye, en fait. Alors, on a une première question dans le public. Bonsoir. Je vais essayer de structurer ma pensée, c'est pas facile de parler devant autant de monde. En fait, j'ai une remarque, c'est que j'ai l'impression qu'on s'excite sur quelque chose de pas très concret et qu'on n'est pas vraiment concerné, que les premiers concernés seront nos enfants en fait. Moi, je vois ma fille qui joue sur Roblox, elle a totalement compris qu'est-ce que c'était en fait le métaverse. Elle joue comme si moi je jouais au Lego, mais sauf que c'est digitalisé. Elle fait ça en ligne avec ses amis. Et moi, j'aurais jamais l'intérêt, je vois pas, moi, ça me concerne pas en fait le métaverse. En revanche, elle est dans cette génération-là. Elle fera partie de cette génération métaverse, comme il y a eu la génération Facebook, la génération Internet, la génération télé. Et en fait, l'idée, c'est est-ce que Meta, ils sont pas plantés en ciblant en fait d'autres personnes que ses enfants? Alors, c'est une excellente question qui m'amène à avoir deux éléments de réponse. J'espère qu'ils vous satisferont. Le premier, c'est que s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font la promotion du métavers, c'est parce qu'il commence à y avoir beaucoup de gens intéressés par la réussite de ces univers-là. Plus vous avez d'investissements qui sont fléchés dans une proposition de valeur potentiellement innovante, plus vous commencez à avoir un nombre assez conséquent de personnes dans le monde qui jouent leur survie dans le succès de cette innovation. C'est ce qu'on appelle en économie les communautés de destin. La deuxième partie de la question est encore plus intéressante. J'ai du mal à distinguer à cause des projecteurs, mais je pense qu'on est à peu près de la même génération. Et j'ai connu l'émergence d'Internet. Et vous aussi, je pense. Et j'ai entendu tout un tas de choses, en fait. J'ai entendu des choses du genre, moi, les réseaux sociaux, jamais de la vie. Jamais je m'exposerai sur un réseau social de ma vie. Aujourd'hui, il y a 2,8 milliards d'utilisateurs de Facebook. Même mamie, elle a son profil Facebook. J'ai entendu d'autres choses. La géolocalisation, jamais personne ne doit savoir où je suis, c'est ma vie privée. On est tous géolocalisés en permanence avec nos téléphones portables, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il n'est pas impossible que dans quelques années, en tout cas moi je n'injurie jamais l'avenir, mais il n'est pas impossible que dans quelques années, vous ayez sur Roblox avec votre princesse et que vous vous disiez, putain, en fait, c'est pas si naze, c'est un petit peu fun même. Et puis en plus, il y a des possibilités de création, parce que Roblox, c'est ce qu'on appelle un sandbox. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un sandbox, c'est quoi? C'est un bac à sable, et en fait, les créateurs de Roblox laissent les utilisateurs co-construire les univers. Donc il y a un côté un petit peu comme Minecraft, très Lego, où on peut construire tout un tas de choses, et puis ensuite on vit des aventures en interaction avec d'autres avatars. Et peut-être que ce que vous trouvez aujourd'hui comme complètement fléché en direction d'une génération donnée, demain donnera lieu à des domaines applicatifs un peu plus matures, parce que c'est vrai que Roblox est vraiment orienté, jusqu'à, on va dire que si à partir de 14 ans vous êtes encore sur Roblox, vous êtes limite attardé, voilà, c'est un peu le truc. Mais c'est voulu, c'est vraiment, c'est leur positionnement, et c'est complètement assumé. Mais il y a d'autres
univers applicatifs. Et il y a d'autres univers persistants qui sont beaucoup plus sérieux et auxquels on pourrait tout à fait prendre goût. Donc il ne faut jamais insulter l'avenir parce qu'encore une fois, en fait, on ne sait jamais avec certitude le fait qu'une innovation va fonctionner ou ne pas fonctionner. J'ai une deuxième question. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir votre sentiment sur le fait qu'on est en train de beaucoup consommer, en effet, déjà actuellement, et que par exemple le métavers demain pourrait apporter une autre forme de consommation, mais enlèverait celle qui est primaire. Je m'exprime, par exemple là on est peut-être 200, 300, on pourrait tous être chez soi et venir vous voir dans le métavers, et du coup on n'a pas pris la voiture, on n'a pas, vous voyez, consommé, et je voudrais avoir votre sentiment sur le fait de la différence qu'il va y avoir entre ce qu'on va enlever et ce qu'on va rajouter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais Vous faites parfaitement comprendre et en fait je ne peux pas répondre à cette question déjà parce que ce n'est pas mon métier. Alors je m'y intéresse de très près par contre parce que c'est vraiment une préoccupation majeure pour moi. Ce qu'on appelle les effets de rebond, notamment à portée environnementale et énergétique, ça fait complètement partie de ma grille d'analyse. J'essaie d'en tenir compte, mais par contre ce n'est pas mon métier de mesurer ce qu'on gagne d'un côté et ce qu'on perd de l'autre. Mon métier, c'est plutôt de dire à partir du moment où on gagne d'un côté, on perd de l'autre, ça se traduit en utilité ou en désutilité économique. Mais ceci étant dit, ce que vous posez comme question, finalement, est le reflet de discussions de comptoir qui alimentent énormément la sphère du métavers. Parce que d'un côté, on a les turéféraires du métavers qui expliquent que ouais, mais en fait, on va avoir des effets de déversement et tout ce qui n'aura pas été consommé dans la sphère physique, finalement, c'est des très grosses économies d'énergie, de gaz à effet de serre, etc. Et donc, c'est génial, il faut aller dans le métavers, c'est éco-responsable. Puis, il y en a d'autres qui pensent que, bon, le problème, c'est que le streaming, on nous avait dit que c'était éco-responsable, mais à partir du moment où vous avez permis à une grande partie de l'humanité d'avoir accès à un coût marginal très faible à des films de très haute qualité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surconsommé. Et l'équation énergétique à la sortie est bien pire que lorsqu'on était dans le monde du physique. Et ça, c'est démontré, par contre, empiriquement, par d'autres personnes bien plus brillantes que moi. Donc, en fait, il y a ces deux écoles qui s'affrontent, mais comme le métavers, pour l'instant, c'est assez évanescent, on ne sait pas trop exactement ce que ça pourrait devenir de façon très concrète dans les prochaines années, on ne peut pas, en fait, dépasser le stade du raisonnement. Mais par contre, le simple fait qu'on se pose la question, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura des personnes qui prendront décision et qui ne pourront pas dire « je ne savais pas ». Et donc ça, c'est une excellente question. On a une autre question. Une nouvelle question ici. Vas-y Arnaud. Je prends l'avantage. Oui, bonsoir. Comment Bonsoir. vous interprétez que Facebook peine à convaincre avec son métavers Horizon Worlds? Est-ce un problème de maturité de la population ciblée ou est-ce qu'ils seront complètement plantés? C'est à la fin du bal que l'on paie les artistes. Pour l'instant, effectivement, Horizon World de Facebook est un échec, on ne va pas se mentir. C'est un échec, mais il n'est pas garanti que cet échec, dans quelques années, dans 10 ans, on le regarde comme étant l'antichambre de la réussite de Facebook. Je suis content qu'on parle de Facebook parce que ça me permet de dire 2-3 choses à propos de cette entreprise. Celles et ceux qui me suivent, peut-être qu'il y en a ici, qui suivent mes interventions à la télé, à la radio ou dans la presse, savent que historiquement, je suis plutôt parti des gens qui sont affichés sur le mur des comptes de cette entreprise. Ça fait des années que je tire à boulet rouge et à mon sens à bon droit. Envers cette entreprise, je n'ai jamais été très tendre avec elle. En revanche, sur la question du métavers, et vous avez entendu toutes les limites que je prête au métavers, mais sur la question du métavers, si j'étais dans la peau de Zuckerberg, et Dieu me préserve, je n'y suis pas, j'en suis très content ainsi, je pense que je ne m'y prendrais pas autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zuckerberg, il a compris quelque chose, il a compris très tôt. C'est que aujourd'hui, Meta, Meta, donc c'est le nouveau nom de Facebook, c'est une entreprise qui est très rentable. Là, on est sur un trimestre catastrophique, vraiment catastrophique. Ils ont fait pas loin de 28 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre et quasiment 4,6 milliards de bénéfices nets. Très mauvais trimestre. Mais il a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, il est mono-activité en fait. 95% de ses revenus, c'est la publicité.
Et la publicité, si un jour on passe du Web 2 au Web 3 et que le suppléant aux réseaux sociaux traditionnels deviennent des univers tels que ceux qu'on a vus dans l'Oasis, bah, globalement, en très peu de temps, sa principale source de revenus est quasiment unique aujourd'hui. Elle se tarit. Pourquoi? Bah parce que si vous êtes un annonceur et qu'on vous dit que pour le même prix, vous pouvez soit faire de la publicité digitale 2.0 plus ou moins bien ciblée sur Facebook et Insta, ou en passant par des influenceurs à la limite des teubés, ou vous pouvez avoir une visibilité énorme dans un métavers modélisé en 3D dans lequel vous pouvez en plus plonger les personnes dans une expérience avec un niveau de visibilité et d'interaction avec votre univers de marque qui est poussé à son paroxysme. Bon, pas besoin d'être grand devin pour savoir comment est-ce que les annonceurs vont arbitrer. Et ça, Zuckerberg, en fait, il a compris. Il a compris, il se dit, le métavers, il n'existera peut-être jamais, mais si un jour il existe, je suis mort. Et donc, s'il doit exister, il vaut mieux que j'en sois un des acteurs principaux. D'où ces investissements, d'où le changement de nom de la boîte. Et son coup, il est préparé depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense, parce que Zuckerberg, qui a tout un tas de défauts, c'est pas le plus mauvais des stratèges, il a racheté une boîte qui s'appelle Oculus. Cette boîte, c'est aujourd'hui une boîte qui est leader dans les casques de réalité virtuelle et aussi maintenant, il commence à faire de la réalité augmentée. Et cette boîte, il a racheté en 2014. Ok ? Parce qu'il s'est dit très vite que dans ces métavers, un jour, eh bien, il faudrait aussi s'y positionner de façon à pouvoir répondre à la problématique stratégique qui est la sienne, qui est le fait qu'il soit ultra dépendant des revenus publicitaires. Donc il faut se diversifier. Et dans ces métavers, il faut que je puisse vendre à la fois des services dans un univers que j'aurais créé, et éventuellement, parmi ces services, des espaces publicitaires, mais ça ne devient plus qu'une activité dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et puis, si je peux en plus de ça vendre le matériel qui permet de se connecter sur cet univers-là, bah là, globalement, j'ai la porte et j'ai la clé d'entrée, quoi. C'est un peu ça, sa stratégie. Et peut-être ne fonctionnera-t-elle pas. Peut-être que dans 10 ans, on se retournera en se disant « ce mec-là est quand même un sacré génie ». Donc là, pareil, je n'injure pas l'avenir, j'observe, comme tout un chacun, et je me dis que probablement que je n'y serais pas pris autrement. Mais maintenant, si je réponds beaucoup plus spécifiquement, et juste d'un mot, parce que j'ai bien conscience d'avoir été un petit peu long, là, sur Horizon Worlds. Horizon Worlds, donc effectivement, c'est une déception. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est daté sur le plan technologique. C'est vraiment assez frustre. C'est très déceptif. C'est assez peu interactif, finalement, parce que c'est insuffisamment peuplé. Et aussi parce que, pour l'instant, mais à cause des limitations techniques, et parce qu'il a fallu aller très vite, il a fait un choix de construction, quand je dis il, en fait, c'est pas que lui, hein. Il y a plusieurs personnes qui étaient assises autour de la table chez Facebook, mais en fait, ils ont fait un choix de construction qui est un peu particulier. C'est si un jour vous avez l'occasion d'aller dans cet univers, j'essaie de vous le dépeindre, mais en fait, vous n'êtes pas dans un univers sans couture comme dans Ready Player One, où vous pouvez vous balader dans une ville, puis vous entrez dans un bâtiment, vous allez vivre une expérience, puis vous sortez dans un autre bâtiment, vous allez vivre une autre expérience. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, comme il avait besoin de contenu, parce que dans ces univers, bah, vous avez besoin de contenu pour avoir quelque chose à proposer à tous les utilisateurs qui veulent bien éventuellement s'y essayer, ces univers, et bien, il a demandé à tout un tas de développeurs indépendants de développer plein de contenus. Donc, les développeurs indépendants s'y sont attelés dans des temps qui sont absolument records. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez quelques milliers d'applications sur Horizon Worlds, dont la plupart ont été sincèrement codées avec les pieds, quoi. Et effectivement, c'est ultra buggé, donc c'est ultra déceptif. Et finalement, personne ne sait comment naviguer. Ah oui, parce que, je le disais, l'Oasis est sans couture. Et à terme, si vous voulez faire un métavers immersif et réellement addictif, au bon sens du terme, pas au mauvais, il faut que vous alliez dans cette voie-là. Mais aujourd'hui,
le métavers de Zuckerberg, Horizon World, c'est une juxtaposition d'applications. En fait, vous sortez d'un univers, vous vous téléportez dans un autre univers. Il n'y a pas de sociabilisation, sinon dans les univers en question. C'est une énorme limitation qui s'explique aujourd'hui par des capacités techniques en matière de réalité virtuelle, mais aussi en matière de capacités de calcul en temps réel qui sont limitées, qui restent à voir si on est capable de les dépasser ou pas, mais c'est aussi le résultat d'une construction stratégique où il a fallu proposer un démonstrateur très rapide. Pour ce faire, on a demandé à tout un tas d'indépendants de développer tout un tas de choses, sans être trop regardant sur la qualité, sans être trop directif sur le cahier des charges, et ça donne Horizon World, et aujourd'hui, effectivement, c'est un échec. On prend une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la possibilité d'une multitude de métavers. Après, les enjeux économiques, vous en avez parlé aussi, sont tels qu'il y a une possibilité qu'en fait, il y a un monopole d'un, deux, trois métavers, je dirais, qui sont comment dire, dirigés par des grands acteurs. Admettons que ce soit Horizon World qui se démarque de par ses investissements, enfin voilà. Quels seraient des exemples de dérives, parce qu'il y a des dérives sur notamment Facebook, vous en avez parlé, il y en a eu beaucoup. Quelles seraient les nouvelles dérives d'une technologie comme le métavers pour une entreprise comme Facebook? Je ne suis pas sûr à 100% de bien saisir la question. Je vais tenter une réponse, puis si je tape à côté de la plaque, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais effectivement, en économie numérique, on est gouverné par des grandes lois, et la principale d'entre elles, c'est les effets de réseau. Pourquoi est-ce que tout le monde est sur Facebook? Réponse, parce que tout le monde est sur Facebook. Pourquoi quasiment tout le monde est sur LinkedIn? Parce que quasiment tous les professionnels du monde sont sur LinkedIn. En fait, les effets de réseau, c'est une règle économique qui repose sur une physique particulière, notamment dans le numérique, qui consiste à dire que l'utilité individuelle que chacun des acteurs qui utilisent un service reçoit est d'autant plus importante que le nombre et la diversité des autres utilisateurs augmentent. Si je suis le seul à utiliser Facebook, Facebook n'a aucun intérêt pour moi. Maintenant, si la plupart de la planète utilise Facebook, Facebook va avoir une très forte utilité pour moi, parce que forcément, je vais trouver des gens avec qui discuter, avec qui échanger, des communautés avec qui je vais pouvoir partager certains centres d'intérêt et certaines valeurs. Et c'est valable pour les annonceurs aussi. Les annonceurs sont d'autant plus intéressés qu'il y ait une, deux ou trois plateformes qui soient dominantes. Parce que ça leur permet de flécher tous leurs investissements au même endroit plutôt que les démultiplier. Mais si vous êtes un développeur, si vous êtes un codeur, si vous êtes le développeur d'une application, si vous êtes le développeur de quelque chose ayant trait au hardware, vous êtes bien content également de ne pas avoir à développer autant d'applications ou autant de hardware interopérable qu'il y a d'acteurs sur le marché. Vous préférez qu'il y en ait un ou deux parce que globalement, vous pouvez mieux rationaliser vos investissements. Et en fait, c'est une situation d'efficience économique dans le numérique qu'à un moment donné, on arrive à faire émerger des standards dominants et ce, le plus longtemps possible. Donc je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question que vous m'avez posée, mais en fait, les dérives qu'on peut avoir dans les marchés numériques, que ce soit dans le métavers ou dans le web 2.0, sont exactement les mêmes que celles qu'on peut avoir dans l'économie réelle, en fait. La dérive, c'est quoi? C'est le fait de voir émerger des acteurs qui sont en situation de domination, abusent de leur pouvoir de marché pour imposer des prix, pour imposer des quantités, pour éventuellement brider l'innovation, voire même la tuer avant qu'elle émerge, parce que l'innovation, c'est une crainte, c'est un risque pour la préservation de leur propre vente, et éventuellement de les voir, en plus de ça, ces acteurs dominants d'un même secteur, être suffisamment peu nombreux et suffisamment alignés dans leurs intérêts stratégiques pour se coaliser et former des cartels. Bon, ben ça, en fait, on a une réglementation, là, pareil, qui est très effective, qui permet, en fait, dans l'Union européenne, c'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 et 102, pour être plus précis, qui stipule que la Commission européenne
et en deçà sur les autorités nationales, les autorités administratives indépendantes chargées de la concurrence, pour nous c'est l'autorité de la concurrence par exemple en France, qui veille à ce que ces acteurs dominants, lorsqu'ils émergent, ne soient pas en capacité de pouvoir abuser de leur pouvoir de marché ou de s'entendre entre eux pour former des cartels qui ne diraient pas leur nom. Donc on l'a déjà en fait. Julien, on arrive à terme du temps imparti. Ça passe trop vite. Oui, on t'écouterait pendant des heures. Moi, ce que je propose à tout le monde, parce qu'il y a peut-être encore des questions, mais malheureusement, le temps nous est compté, de venir te retrouver, parce que je crois que tu restes avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec Julien à l'espace partenaire à la soirée réseau. Merci Julien pour cette intervention. Merci. Est-ce qu'il me reste juste 2 minutes pour un dernier mot? Je t'en prie, conclue. Je parle des métavers parce que je suis économiste et que je m'y intéresse depuis très longtemps et bien avant que le buzzword soit arrivé dans le champ, on va dire, cognitif général. J'essaie de le faire de façon la plus neutre possible en essayant de ne pas trop exprimer de jugement de valeur. Parce que, en fait, il y a un truc que j'ai appris aussi, pareil, en faisant une thèse de doctorat, c'est que les valeurs, c'est fluctuant. Et ce qui ressemble à une utopie pour certains est la dystopie d'autres. Dans l'ensemble des interviews que je peux mener régulièrement dans l'univers du métavers, j'ai rencontré des personnes, et ces personnes, je me garde bien d'avoir un quelconque jugement de valeur à leur endroit, mais qui appellent l'oasis de leurs souhaits. Qui disent que de toute façon, Julien, tu comprends, on a complètement explosé notre planète Terre, et puis de toute façon, cette planète Terre, elle est hostile, l'homme est un loup pour l'homme, on va arriver à des situations qui sont désastreuses sur le plan environnemental, mais on va entraîner toute la société dans une espèce de chaos indescriptible. Ça, l'oasis, c'est mon jardin d'Éden. Encore une fois, les dystopies pour les uns sont les utopies pour les autres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une question d'opinion et de positionnement personnel. Mais derrière tout ce buzz autour du métavers, il y a au moins quelque chose qu'il faut retenir. On en pense ce qu'on en veut. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui se flèche vers des entreprises technologiques qui ont des choses à développer sur le plan du hardware et du software. Et tout cet argent, aujourd'hui, ça permet à tout un tas de chercheurs d'avancer dans la recherche fondamentale. Ça permet à tout un tas d'ingénieurs de faire des progrès considérables en matière d'optique, en matière de réalité virtuelle, en matière de réalité augmentée, en matière de combinaison haptique. Et puis, il y en a d'autres qui sont en train de travailler sur ces fameux jumeaux numériques qui vont peut-être nous permettre d'avoir des professionnels encore plus performants dans ce qu'ils ont à faire, et notamment des choses aussi essentielles que l'éducation ou la santé ou la sécurité. Donc, si derrière, on n'a pas l'oasis, et si derrière, finalement, on trouve que le métavers, c'est quelque chose de complètement dispensable, qu'on garde quand même bien ça dans un coin de notre tête. C'est que de cette espèce de buzzword qui aboutira peut-être sur rien, il en ressortira. Parce que derrière ces investissements, il y a un travail à la fois en sciences et en ingénierie qui est tout à fait tangible. Il en ressortira quelque chose et on espère que ce qui en ressortira sera quelque chose de positif pour la société dans son ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. C'est chouette.